Alors, je vais vous dire pourquoi je suis si attaché à notre Perche. D'abord parce que c'est une très jolie région. Et le Perche, c'est 1200 ans d'histoire. Avec les Rotrous, c'est une petite région qui avait un commerce développé, une économie importante avec la laine, l'élevage, les cultures, les pommiers, les chevaux. Et c'est une petite province qui a gardé son caractère propre. Et j'adore y vivre. Le patrimoine se raconte dans Terhistoire, une collection de podcasts produite par la région Centre-Val de Loire et réalisée par Lisa et Jérémy Thomas. Et pour cette première série d'épisodes, voici le programme. Un voyage en plusieurs étapes à travers la région Centre-Val de Loire en compagnie de femmes et d'hommes qui arpentent ce territoire avec une mission bien définie, découvrir, étudier et faire connaître le patrimoine. Chercheurs, photographes, cartographes, graphistes, documentalistes, médiateurs ou apprentis, ils font tous partie de l'équipe du service Patrimoine et Inventaire. Présent dans chaque région en France, l'Inventaire général du patrimoine a été fondé par André Malraux en 1964 pour permettre une meilleure connaissance des territoires et une mise en valeur du patrimoine, qu'il soit architectural ou mobilier, et qu'il présente un intérêt culturel, historique ou scientifique. C'est sur le terrain, au cœur des dossiers d'inventaire, que nous avons enregistré ce podcast. Et pour ce 5e épisode, nous avons rentré dans notre GPS le code postal 28 400. 28 000 pour l'Eure-et-Loire et 400 pour la commune de Souancé au Perche. Un petit village de 500 habitants, au nord-ouest de la région, qui vient d'être passé au crible par Florent Maillard, chargé de mission inventaire du patrimoine bâti au Parc naturel régional du Perche, et Vanessa Lamorlette-Pingard, photographe au service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire, dans le cadre d'un inventaire sur le patrimoine bâti du Perche. Une étude topographique d'envergure, puisqu'elle repose sur un partenariat entre le Parc naturel régional du Perche, la région Centre-Val de Loire et la région Normandie, pour recenser toutes les architectures anciennes de ce territoire rural, qui vont du lavoir au manoir. Une journée bien remplie en leur compagnie, puisqu'en plus d'avoir découvert les histoires qui se cachent derrière les pierres du village, Florent et Vanessa nous ont emmenés sur les hauteurs de Souancé, dans un endroit assez magique, le château de Montdoucet. Là-bas, outre la vue magnifique sur le Perche, nous avons pu avoir accès à des documents d'archives très précieux. Épisode 5. Architecture du Perche. Alors ici, on mène un inventaire topographique sur le territoire du Perche. C'est-à-dire qu'on prend la carte IGN et on va partout, on regarde tous les édifices, quelle que soit leur affectation. À partir du moment où ils sont anciens, antérieurs, on va dire, à la Seconde Guerre mondiale, on le prend en compte dans l'étude. Florent Maillard, chargé de mission inventaire du patrimoine bâti au Parc naturel régional du Perche. Alors quelques exemples, évidemment, on est dans un bourg, on est en face de la mairie, donc la mairie-école, les bâtiments civils, entre guillemets, mais également les édifices religieux. On est à côté de l'église, il y a le presbytère à côté, les maisons, bien sûr, les boutiques, les fermes en campagne, mais aussi les moulins, les manoirs, les châteaux, les fontaines, les lavoirs, les usines, quand il y en a. Et il y en a des fois en milieu rural. La photo est prise, ça y est. Vanessa Lamorlette-Pingard, photographe au service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire. Ce qui est très plaisant en tant que photographe, dans l'inventaire topographique, on n'en fait plus beaucoup en région centre d'inventaire topographique. On fait principalement des inventaires thématiques. Donc l'idée, c'est on quadrille. Alors on a la carte, on quadrille et c'est génial parce qu'on se retrouve à mettre en œuvre différentes techniques, à devoir photographier des grands bâtiments comme des détails. Dans la même journée, j'ai des souvenirs comme ça où on s'est retrouvé en haut d'un château d'eau, à faire des vues de l'intérieur d'un château d'eau. Et puis l'après-midi, on faisait les vues d'un intérieur de manoir. Enfin, voilà. Alors on a une organisation avec Florent, une organisation de journée. On sait ce pourquoi on part, on sait ce qu'on doit photographier, on s'est à peu près calé. Et puis il y a les rencontres qui font que on change parfois notre programme parce qu'on est invité à rentrer dans une maison et puis il y a des choses que finalement on va photographier. Alors des fois c'est une journée, on s'était dit on va faire que de l'extérieur, que des vues de façade, et puis on se retrouve à sortir tout l'éclairage du camion et à rester 2 heures alors qu'on avait prévu juste de faire un repérage de 10 minutes. Voilà, c'est les aléas du terrain rural et du topographique. Et c'est passionnant.
Avant de découvrir Souancé avec Florent et Vanessa, intéressons-nous déjà au territoire mis à l'honneur dans cette étude, le Perche. Historiquement, c'est une ancienne province du Royaume de France, située entre le massif armoricain et le bassin parisien, qui a été divisée après la Révolution française en 2 départements, l'Eure-et-Loir et l'Orne. Ce qui fait que le Perche, aujourd'hui, est à cheval entre les 2 régions, Centre-Val de Loire et Normandie. Mais s'il a été découpé administrativement, il est resté un territoire à l'identité régionale forte, majoritairement rural, avec surtout un patrimoine naturel et culturel extrêmement dense. Et c'est d'ailleurs cette histoire commune qui a poussé les habitants et les élus de la région à créer en 1998 le Parc naturel régional du Perche. Un syndicat mixte qui comprend aujourd'hui 91 communes, 52 dans l'Orne, 39 en Eure-et-Loir, pour 75 000 habitants et qui s'étend sur plus de 200 000 hectares. Ses missions, protéger et valoriser ce territoire, et notamment sa qualité environnementale et son patrimoine bâti. Voilà, c'était juste une introduction factuelle sur le Perche. Le mieux, évidemment, c'est d'aller sillonner ces routes vallonnées et de respirer à plein poumon le bon air percheron au milieu du bocage, des rivières, des chemins creux et de la lumière. On retrouve maintenant Florent et Vanessa devant l'église du village. Alors on est sur la place Saint-Georges, la place de l'église. La base de cette construction, c'est plutôt de l'époque romane, hein, donc 12e, 13e siècle. Ce qui nous reste de cette époque, c'est la tour clocher qui est à l'arrière. Et nous, alors on a la guerre de 100 ans qui a fait beaucoup de dégâts. Les Anglais, notamment quand ils sont repartis du Perche, tout a été totalement incendié et décimé. Il fallait tout refaire et tout reconstruire. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a des historiens qui comparent ce qui s'est passé au sortir de la guerre de 100 ans, à la fin du 15e et au 16e siècle. Ils le comparent aux 30 Glorieuses, ce qui s'est passé dans les 30 Glorieuses, cet élan reconstructif qui s'est mis en place. Et ça commence évidemment par les édifices religieux. Ici, l'église est reconstruite à la fin du 15e siècle et au 16e siècle. On en conserve quand même les bases de la nef. Et donc on reconstruit le chœur, première moitié 16e siècle, un chœur gothique très haut, et d'ailleurs avec des verrières très importantes. Notamment un vitrail qui parle de la vie de Saint-Georges, connu comme étant probablement le premier écrit en français. C'est-à-dire qu'avant ça, tous les vitraux, il y avait des inscriptions mais latines, et là c'est écrit en français. Voilà. Et alors au niveau architectural, ce qui est aussi très intéressant, c'est les enduits. Là on a des très beaux enduits, il y a des couleurs, des nuances un peu différentes au niveau des murs. C'est parce qu'en fait à l'époque, on réparait les enduits. Il manquait un morceau, on remettait un petit peu d'enduit, sauf que entre-temps on exploitait une veine de sable différente, donc avec une couleur différente. Donc ce qui fait que bien souvent sur des façades, alors moins sur les églises parce que des édifices plus prestigieux, mais sur les fermes notamment, on voit une sorte de patchwork de couleurs au niveau des enduits et qui donne vraiment une couleur assez locale et un particularisme. Alors ça passe des jaunes au ocre orangé, en passant même par des rouges et des choses un peu violettes qu'on peut retrouver à certains endroits. Notamment du côté de Luigny, on a des enduits qui sont très violets. On a vraiment toute une palette de couleurs obtenues grâce à l'exploitation de tous ces sables. Aujourd'hui d'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de carrières de sable encore en exploitation. Il en reste encore 2 ou 3 à ma connaissance dans le Perche. Et c'est aussi un enjeu, nous, pour le parc, de faire en sorte qu'elle reste ouverte parce que c'est aussi l'identité du territoire du Perche, ces enduits. Alors cette fontaine, les aléas du travail. Alors cette fontaine, c'est une fontaine de dévotion. Alors elle n'est pas forcément très ancienne. On a des fontaines de dévotion ici qui datent de l'époque médiévale, voire même avant. Hein. On a juste à côté la commune de Saint-Jean-Pierre-Fixe où on a une fontaine juste devant l'église qui était une fontaine druidique, voilà, encore plus ancienne. Par contre, celle-ci, on n'en a pas forcément de traces avant la fin du 19e siècle. Et la municipalité donc, faisait des travaux au cimetière et ils se sont aperçus qu'il y avait une source importante en haut du cimetière et qui était canalisée. Ils ont retrouvé des drains en terre cuite qui se faisaient au 19e siècle. Et ils se sont dit, tiens, on va voir où l'eau mène. Donc ils ont mis un colorant qui n'atteint pas l'environnement évidemment. Et ils se sont aperçus que ici, le lavoir et la fontaine se sont colorés. Donc en fait, on a l'impression que la source est ici, mais en fait la source est captée un peu plus loin au niveau du cimetière et elle est canalisée jusqu'ici, où ça ressort.
Et voilà, on a d'ailleurs de l'autre côté de la rivière toute une balade qui a été aménagée par la municipalité et qui permet de se balader dans cet environnement très verdoyant et très bucolique. Alors, le petit chemin qu'on est en train d'emprunter ici, c'était l'ancienne route principale qui fait 3 mètres de large. On a un peu du mal à se figurer, ça c'est sûr. Et là, on arrive donc en haut de cette petite rue. Et ici, donc cet ensemble de bâtiments, qui était un ensemble de 2 auberges. Donc l'auberge du Croissant et l'auberge du Grand Turc. Des auberges assez anciennes, attestées dès le XVIIe siècle, et probablement plus anciennes, XVIe siècle je pense. Alors une auberge, c'est toujours la même typologie entre guillemets au niveau de la construction. On a un bâtiment en front de rue, souvent à étage. Au rez-de-chaussée de ce corps principal, on va avoir salle et cuisine, à l'étage des chambres. Et par contre, ce corps principal va être percé de ce qu'on appelle un corps de passage. Donc on va pouvoir traverser ce bâtiment et il va y avoir des dépendances, plutôt des écuries, des remises. On venait avec la voiture, avec les chevaux. Les chevaux y dormaient, la voiture restait dans la remise. Et le lendemain, on pouvait repartir. Les chevaux avaient mangé, avaient dormi. Quand on a des auberges dans un bourg, on peut se dire que ce bourg avait vraiment une fonction commerciale. Parce qu'il y avait une activité de l'étamine. L'étamine au XVIIIe siècle, donc c'est une étoffe en laine assez fine, produite dans le secteur et dont Nogent-le-Rotrou s'est fait la spécialité, notamment, et la richesse de Nogent-le-Rotrou s'est fait là-dessus. Et aussi celle de Hauton-du-Perche et de Swancé-au-Perche. Et on sait qu'il y avait plusieurs manufactures à Swancé-au-Perche, d'étamine, au XVIIIe siècle. Mais voilà, dès le XVIIIe siècle, on avait un bourg dynamique, lieu de commerce important. On a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, parce que ça reste un petit village, on est sur une commune de un peu plus de 500 habitants. La petite ombre au tableau, c'est la boulangerie qui a fermé il y a quelques semaines, qui était le dernier commerce, mais la municipalité ne désespère pas pour retrouver une activité commerciale sur la commune. Et justement, pour continuer à faire de Swancé un village attractif aux touristes et aux habitants, la municipalité a décidé de mettre en lumière son patrimoine historique, culturel et naturel. Bien aidée en cela par le travail des équipes de l'inventaire sur l'architecture de leur commune, elle a décidé de faire appel à un muséographe et scénographe, Nicolas Lauriette, pour mettre en place très prochainement un parcours de pupitres illustrés et de QR codes qui seront disséminés à des endroits stratégiques du village, là où une histoire mérite d'être racontée. Rencontre avec son concepteur. Un des principes de ces parcours d'interprétation, c'est d'ouvrir les yeux, de faire en sorte que le visiteur ouvre les yeux sur ce petit patrimoine rural qui nous entoure. Alors, ça consiste à ponctuer un circuit urbain de pupitres et donc d'expliquer un sujet donné relatif à l'histoire ou au patrimoine d'une commune. Ça peut être une ferme, ça peut être une mairie, ça peut être une église, ça peut être une mare, un lavoir, ça peut être aussi une page de l'histoire locale, une bataille qui s'est tenue à un endroit donné, ça peut être aussi un fait divers. Et on donne toujours une petite couleur au parcours. À Swancé, on est vraiment axé années 50. Donc on a un circuit centre-ville qui présente vraiment Swancé sous le prisme des années 50. On a un petit parcours qui fait le focus sur le train, la gare. Et enfin, on a un circuit nature beaucoup plus long. On va essayer de comprendre les animaux, l'habitat des animaux que l'on trouve dans les haies, dans les chemins creux, près des fermes. Et puis on a des petits sujets sur la taille de Swancé à l'Ancien Régime par exemple, où on dit aujourd'hui il y a 600 habitants, à l'époque il y en avait 1600. On parle également de l'impact du développement de la voiture sur la disparition des commerces. Vous voyez, on fait plein de petits éclairages comme ça, très courts, parce qu'en réalité le but n'est pas que le visiteur lise un livre, c'est simplement qu'il ouvre le regard. Alors parmi les petites découvertes qu'on a voulu présenter au public, sur lesquelles j'ai bénéficié du soutien du service des inventaires, notamment du travail de Florent, c'est révéler ce secret, parce qu'il est invisible, c'est ce château disparu. Il y avait un château à Swancé, on le sait dans les sources écrites, mais en réalité, on n'a aucune représentation du château. Et donc, c'était très intéressant d'aller sur ce terrain-là, évidemment, de rappeler aussi qu'il y avait 2 châteaux à Swancé, Montdoucet et le château d'en bas, donc qui se trouvait près de l'église. On ne sait pas vraiment où, à gauche, à droite, derrière, etc. Et donc le travail, le jeu d'ailleurs, ça a été d'imaginer l'endroit le plus probable où on aurait pu construire un château à Swancé, près de l'église. Et donc, comme on ne peut pas tout dire, parce que c'est un exercice de synthèse, on a contourné le problème pour des visiteurs qui seraient plus curieux, en mettant en place des QR codes sur tous les pupitres, qui donnera accès donc avec son téléphone au contenu supplémentaire. Allez, c'est le moment de monter sur les hauteurs du village
nous sommes attendus au château de Montdoucet. Là-bas, dans cet endroit qui semble hors du temps et qui surplombe le Perche aux alentours, nous avons rendez-vous avec son propriétaire, Jean-Jérôme de Souancé. Maire adjoint d'une commune dont il porte le nom, il est aussi le descendant d'Hector de Souancé, son arrière-grand-père, considéré comme l'un des plus grands historiens du Perche. Après une carrière militaire, cet homme passionné de patrimoine va se consacrer à des recherches historiques et archivistiques sur tout le territoire du Perche. Méthodique et perfectionniste, il va compiler une incroyable somme d'informations et d'archives, commune par commune, et rédiger un dictionnaire topographique du Perche sur plus de 7000 feuillets. Aujourd'hui, les archives sont toujours conservées au château de Montdoucet, et Jean-Jérôme de Souancé, passionné lui aussi de patrimoine, a accepté de les mettre à disposition de Florent et Vanessa au bénéfice de leur étude. Alors nous sommes à Montdoucet, un site qui a un peu plus de 1000 ans. Un château y a été édifié vers 1050 par Aldric de Montdoucet. Et donc Montdoucet était certainement un petit château, on ne sait pas très bien en bois ou en pierre. Et Montdoucet a évolué au XIXe siècle pour devenir un château plus habitable et plus confortable, avec un parc arboré et une vue magnifique sur l'ouest, sur 20 km. Et on a des couchers de soleil extraordinaires, un temps sur un point haut. Et on a la chance d'avoir 1200 ans d'histoire à Montdoucet. On connaît à peu près tous les propriétaires. Et on a un devoir de poursuivre la vie de cet endroit un peu magique. Montdoucet est également le berceau d'Hector de Souancé, qui est mon arrière-grand-père et qui est un des 3 écrivains principaux de l'histoire du Perche à la fin du 19e, début 20e siècle. Hector avait une passion pour l'histoire, pour le patrimoine, pour l'inventaire du patrimoine. Et Hector de Souancé, dès 1890, a écrit un très grand nombre d'ouvrages. Au début, beaucoup de généalogie et de travaux sur la famille. Et puis, associés à Henri Tournouert et Olivier de Romanet, ils ont développé des sociétés savantes qui ont donné plus tard les Amis du Perche et qui ont structuré la réflexion et les écrits sur le patrimoine du Perche. Et il a eu une vie également très active localement, puisqu'il a créé un hôpital militaire avec son épouse et ses filles dès août 1914 à Nogent-le-Rotrou. Et il a été maire de Souancé-au-Perche de 1922 à sa mort en 1942. Pour parler du dictionnaire d'Hector de Souancé, parce qu'Hector de Souancé a écrit le dictionnaire du Perche, une somme considérable en 50 volumes de 200 pages, une topographie, une toponymie du Perche avec tous les lieux dits. Ça correspond à une photo un peu au début du XXe siècle, réalisée sur l'ensemble du patrimoine du Perche. Alors il a également écrit, Hector de Souancé, beaucoup sur la vie rurale, sur la vie du village. Il comptait le nombre d'habitants, de poules, la production d'avoine, de blé, de chevaux, le nombre de pommiers. Et dans le dictionnaire, on a également l'avantage d'avoir les nombreuses cartes postales qui ont été éditées à la fin du 19e et au 20e siècle. Pour Souancé, par exemple, il y en a plus de 240, et c'est un beau témoin du passé. C'est extrêmement rare de découvrir, de disposer d'un fonds d'archives privées aussi considérable. Moi, j'avais rarement vu ça ailleurs, et évidemment, ça va donner du corps au travail de l'inventaire, ça va donner du contenu. Pour la commune de Souancé, Hector laisse derrière lui une monographie, les notes sur Souancé et Montdoucet parues en 1895. On va avoir également des photographies anciennes. Je pense aussi à des chroniques, la vie à Souancé en 1550, la vie à Souancé en 1750. Il y a également un journal de construction du château de Montdoucet. On va savoir mois par mois, semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe dans le château de Montdoucet. Avec toutes les chroniques qu'il a réalisées, Hector, c'est assez considérable. Et on a décidé de l'ouvrir et voire de le proposer à la numérisation aux directions des archives départementales. Parce que c'est un ouvrage qui est connu, qui est demandé, et il a un énorme avantage, c'est que tout est manuscrit, mais une écriture parfaitement lisible. Mon père avait le souvenir de lui, de quelqu'un d'assis à son bureau, de dos, donc en train d'écrire. Et il écrivait tout le temps. Et en plus d'être historien, il était également topographe, Hector de Souancé. Il disposait d'un matériel pour faire des plans et des relevés, donc on a des relevés assez précis.
Et pour nous, c'est vraiment très intéressant de pouvoir disposer d'un fonds d'archives comme celui-ci. Alors même si nous, notre travail à l'inventaire, on va utiliser, peut-être 1 ou 2% du travail d'Hector de Smancé. Il faut en faire aussi une sélection de cette iconographie à reproduire par les photographes. Ici, Vanessa et Elena ont fait plus de 70 clichés de documents d'archives. On a déployé l'équivalent d'un studio qu'on a tout le temps dans notre camion avec nous. Des boîtes à lumière, des éclairages, des bancs de reproduction, parce qu'il y avait aussi pas mal de cartes postales anciennes à photographier. Et pendant quasiment une journée, on a installé le studio, on s'est installé dans ces lieux. Et faire des photographies d'archives, quelque part, ou de la reprographie, techniquement, on peut le faire un peu partout. Là, le faire ici, ça change tout. On a l'ambiance, on a l'atmosphère, ça incarne, ça donne vie à ce qu'on est en train de photographier. On comprend également beaucoup de choses, on comprend ce qui s'y est joué, ce qui a été vécu, comment ça a été pensé. Mais c'est vrai que faire ce travail dans ces conditions, dans cet endroit, c'est autre chose. Avant de conclure cet épisode, il nous semblait utile et opportun de vous faire entendre une anecdote que Florent Maillard nous a partagée pendant cette journée. En peu de mots, elle décrit parfaitement l'implication et la passion des équipes de l'inventaire pour leur mission. Mais elle soulève aussi une question plus compliquée sur la difficulté de préserver le patrimoine au quotidien. Dans une commune dans l'Orne, à La Chapelle-Montligeon, donc je faisais l'inventaire et en fait on avait beaucoup de documentation sur cette commune et notamment il y avait une imprimerie qui s'était mise en place fin 19e siècle avec des logements ouvriers. Et en faisant le terrain, j'avais les plans de ces logements d'ouvriers. Et donc je faisais du porte-à-porte comme je fais tout le temps quand je fais du terrain. Et devant un intérieur qui était dans son jus, qui n'avait pas bougé depuis sa construction, depuis plus d'un siècle. Je me suis un peu émerveillé, extasié. Et j'ai eu comme commentaire de la part des gens qui y habitaient, en fait si ça n'a pas bougé, c'est qu'on n'a pas les moyens de rénover le bâtiment. J'ai laissé le plan que j'avais et je ne suis pas resté très longtemps non plus. C'est pas toujours forcément évident d'habiter le patrimoine. Donc il faut faire attention, je trouve, parce que on est toujours très enthousiaste quand on fait l'inventaire. On s'extasie devant des édifices, des intérieurs qui sont bruts, qui n'ont pas bougé. Il y a aussi quelque chose qui est assez criant derrière, c'est la pauvreté. Si les gens ne modifient pas, c'est pas toujours par attrait du patrimoine. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'était, pour vous, le 5e épisode de Terre-Histoire, consacré aux architectures du Perche, avec par ordre d'apparition au micro, Florent Maillard, Vanessa Lamorlette-Pingard, Nicolas Lauriette et Jean-Jérôme de Swancé. Pour en savoir plus sur cette étude, rendez-vous sur le site internet de l'inventaire, cliquez sur l'onglet « Étudier », vous trouverez celle concernant le parc naturel régional du Perche. Vous verrez, le site internet de l'inventaire, c'est aussi une source inépuisable d'infos, de photos et de ressources sur le patrimoine de la région Centre-Val de Loire. Vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val de Loire. À très vite dans Terre-Histoire.